Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code. Et comme on est dimanche soir ou peut-être lundi matin, ça dépend combien de temps ça va prendre pour uploader tout ça sur YouTube, aujourd'hui c'est donc une semaine en comics où je parle de ce que j'ai lu cette semaine. Et cette semaine, j'ai rien lu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour... Non, allez, c'est bon, rallume la lumière, Marcel. On va quand même parler de 2-3 trucs qui intéresseront peut-être quelques spectateurs. Alors, en vrai, quand je dis que j'ai rien lu, c'est pas vrai. Entre hier soir et ce matin, j'ai lu ça, c'est-à-dire les 2 volumes de Animal Man par Grant Morrison, avec le deuxième tome qui est paru cette semaine. Donc j'ai lu ça, mais j'ai pas eu le temps de prendre des notes et de préparer quoi que ce soit d'intéressant à en dire, donc je me réserve ça pour la semaine prochaine, on en reparlera. Et en attendant, cette semaine par contre, j'ai reçu une commande de comics dans laquelle il y avait d'anciens numéros d'Uncanny X-Men. Alors anciens, c'est des numéros des années 80 en gros. Et parmi ceux-là, il y avait un exemplaire du tout premier comic book américain que j'ai acheté en février 1986. Et c'est celui-ci, c'est X-Men 205 par Chris Claremont et Barry Windsor-Smith. Et alors j'ai acheté ça en 86, donc à une époque où en fait je lisais plus de comics. J'avais un peu laissé ça de côté. Et puis j'étais à Paris et je suis tombé totalement par hasard sur un comic shop, c'était Album, à l'époque où ils étaient encore dans leur ancien local rue Dante. Et puis voilà, de voir des comics américains en vitrine, ça m'a quand même attiré, je suis rentré. Et sur le présentoir des nouveautés, il y avait ce numéro de Uncanny X-Men qui était le dernier qui venait de sortir. Le 205, et quand j'ai vu ça, ça m'a quand même bien retourné la tête, quoi, parce que les X-Men, j'avais lu les débuts, j'avais lu la période Claremont Byrne que j'avais adoré, et puis ensuite, il y avait la période où Dave Cockrum avait repris la série, et c'était quand même pas fabuleux, et puis voilà, je m'étais lassé des comics, j'étais passé à autre chose, mais voilà, quand j'ai découvert ça, et... alors déjà la couverture, elle a de la gueule, et puis quand on ouvre le truc, ça m'a retourné la tête, quoi. Et je parle pas de la page de gauche avec les pubs M&M's, hein, je parle vraiment de la page de droite et des dessins hallucinants de Barry Windsor-Smith. Alors Barry Windsor-Smith, je connaissais au moins ses Avengers autour du numéro 100 qui était paru en France chez Haredi en petit format noir et blanc. Je sais plus si j'avais lu ces Conan à l'époque, peut-être 1 ou 2, mais je me souviens pas. Mais voilà, quand je découvre les dessins de Barry Windsor-Smith sur cet épisode, je dis waouh, mais c'est devenu vachement bien les comics en fait. Et alors cet épisode, le 205, c'est en gros une aventure solo de Wolverine face à Lady Deathstrike, qui est un personnage qui n'a pas été créé par lui et par Claremont. C'est un personnage qui est apparu dans Daredevil à l'époque où c'était scénarisé par Dennis O'Neil. Et le personnage était réapparu ensuite, était devenu Lady Deathstrike dans Alpha Flight, à l'époque où c'est Bill Mantlo qui écrivait la série, et c'était dessiné par Sal Buscema, ça doit être Alpha Flight 33. Et le personnage a totalement été réinventé et relooké dans ce numéro par Chris Claremont et par Barry Windsor-Smith, où elle passe dans le body shop de Spiral. Et ça nous donne une histoire absolument de fou, quoi. Je m'en suis jamais totalement remis de ce numéro. Avec, en plus, une partie du récit raconté du point de vue de Katie Powers, qui était un des personnages, une des gamines de Power Pack, et qui se retrouve dans une histoire qui est clairement pas faite pour les gosses de son âge, quoi. Et donc ce numéro, c'est une histoire solo de Wolverine face à Lady Deathstrike,
et qui, au niveau du storytelling et du dessin, est juste un truc de malade, quoi. Si j'avance un peu, le combat final entre Wolverine et Lady Deathstrike, il est sublime, quoi. Ça se termine comme ça, ouais, avec 4 planches par page, comme ça, en horizontal. Et ce final, où sur la dernière page, il y a carrément plus de dialogue. Et le dernier panel, quand même, le coup fatal de Wolverine, où gros plan sur le visage de Wolverine, c'est un pur chef-d'œuvre, quoi. C'est absolument extraordinaire. Et évidemment, quand je vois ça, par rapport à ce que j'avais pu lire des X-Men et des comics les années précédentes, je dis, mais ça n'a rien à voir avec ce qui était publié dans Strange ou dans Special Strange. Effectivement, c'est un épisode qui n'a jamais été publié en France dans Special Strange. Ça a été publié quelques années plus tard en album chez Comics USA. Dans cet album qui est alors un album un peu curieux, qui est entièrement consacré à Barry Windsor Smith, et qui est un album où on a 2 histoires tête bêche. On a donc cette réédition d'X-Men 205, et si on retourne, on a un épisode de Daredevil, dessiné par Barry Windsor Smith et écrit par Ann Nocenti. Donc, c'était à l'époque, Strange, c'était encore Lug, je pense que c'était pas encore Semic. Voilà, un épisode comme ça, enfin, Daredevil, ça va, c'est pas super violent. Par contre, Wolverine, c'était impensable que cet épisode paraisse dans Special Strange. Ce serait pas passé par rapport aux lois sur les publications pour la jeunesse. Donc c'est paru en album, en 89. Et donc moi à l'époque, alors oui, juste la couverture, c'est pas du tout celle de Uncanny X-Men 205. En fait, c'est celle d'Uncanny X-Men 212, qui est aussi réalisée par Barry Windsor Smith. Donc bah voilà, c'est raccord, au moins au niveau du dessin. Et donc ouais, en 86, donc je suis sorti de chez Album avec ce numéro 205 et le numéro 202, qui était dessiné par John Romita Jr. Alors cet épisode par contre, quand tu te remets dans l'univers des X-Men, c'était assez compliqué. Parce que déjà, c'était dans le cadre du crossover Secret Wars 2. Et puis, je me retrouve à découvrir des personnages. Je reconnais bien le Phénix, mais je ne sais pas qui est cette personne qui a son pouvoir. Donc ça, c'est un épisode beaucoup plus compliqué pour se remettre dans la série. Par contre, le 205 était juste parfait. Parce que, eh ben voilà, c'est une histoire qui tient toute seule, en 22 planches. Pour se remettre dans le bain, c'était quand même l'idéal. Et alors donc, j'ai profité, tiens, d'avoir récupéré ce numéro. Donc ça, c'est l'exemplaire que j'ai récupéré cette semaine. Et ça, c'est l'exemplaire que j'ai acheté à l'époque, en février 1986. Et alors déjà, première chose, c'est que vous allez me dire, mais février 86, si je regarde la couverture, c'est pas février, c'est mai. Effectivement, si on ouvre l'exemplaire, ici, si on a, là c'est ce qu'on appelle l'indicia, c'est là où il y a en gros toutes les mentions légales. Et si on regarde, la date qui figure dessus, c'est bien mai 1986. Voilà. Sauf que la date en question, c'est pas la date de publication. C'est en gros la date à laquelle les exemplaires invendus sont censés être retournés à l'éditeur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans les points presse, c'est en gros le même système qu'en France, c'est-à-dire que les points presse reçoivent les exemplaires. Et une fois que le temps de mise en vente est passé, il les retourne à l'expéditeur pour se faire rembourser.
Sauf que voilà, en France, un nouveau numéro chasse l'autre, et aux États-Unis, en général, il reste 2 ou 3 mois en vente, même pour un mensuel. Donc on peut avoir 2 ou 3 numéros de la même revue qui sont disponibles en même temps dans les points de vente. Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, quand vous vérifiez, vous regardez la date chez Marvel ou chez DC. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, on est donc en novembre 2022. Si vous regardez dans l'Indicia, les revues Marvel ou DC qui sont sorties cette semaine, en fait, la date qui figure dans l'Indicia, c'est janvier 2023. En revanche, si vous prenez un éditeur comme Image Comics, les numéros qui sont sortis cette semaine, la date dans l'Indicia, c'est novembre 2022. Et alors, tout ça me permet de faire la transition entre... en fait, si vous prenez... Voilà, ces 2 exemplaires d'X-Men 205, on peut jouer au jeu des une erreur. Vous voyez qu'il y a une différence entre les 2 exemplaires. Je vous laisse 3 secondes pour la trouver. Ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, si vous prenez cet exemplaire, vous verrez que le cartouche en bas à gauche, c'est un code barre. Et le cartouche en bas à droite, c'est une tête de Spider-Man. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que ceci, c'est ce qu'on appelle une Newsstand Edition. Et celui-ci, c'est ce qu'on appelle un Direct Edition. Alors, la Newsstand Edition, en fait, c'est ce qui était vendu aux États-Unis en kiosque ou dans ce qu'on appelle les convenience stores, les épiceries aux États-Unis. Et donc, c'est le système que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire que le numéro de la revue était mis en vente et à la fin, les invendus étaient retournés à l'éditeur et le vendeur était remboursé. Alors en général, il ne renvoyait même pas l'exemplaire en entier, il se contentait d'arracher la couverture ou même carrément de découper le cadre où apparaissait le titre et le cartouche en haut avec le numéro et la date. Et c'est pour ça, par exemple, que dans l'Indicia, il est aussi précisé que les exemplaires ne peuvent pas être vendus sans couverture. Parce que voilà, le revendeur, à partir du moment où il déchire la couverture, il la renvoie, il est remboursé de son achat. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir de la fin des années 70, Marvel Comics va proposer un modèle économique différent qui s'adresse uniquement aux comic shops. Les comic shops qui commencent à apparaître dans les années 70 et qui vont vraiment se développer dans les années 80. Et pour lesquels on va faire une Direct Edition. Et le principe, c'est que pour les comic shops, les exemplaires étaient vendus par l'éditeur moins cher que pour les kiosques. En revanche, les exemplaires n'étaient pas retournables. C'est-à-dire que c'était une vente ferme et que les invendus, eh ben, ils se les mettaient où ils pouvaient. En général, ils les mettaient dans un bac à soldes, mais ils n'avaient pas la possibilité de les renvoyer à l'éditeur. Et donc, du coup, il fallait, pour l'éditeur, différencier les exemplaires Newsstand qui devaient rembourser, qui pouvaient être retournés et être remboursés aux vendeurs, et les Direct Edition, d'où ces 2 cartouches différents. Alors, dans un premier temps, ça date vraiment de la 79, je crois, 78 ou 79. Dans un premier temps, voilà, là j'ai un exemplaire de Master of Kung Fu 78 qui date de juillet, que je dise pas de bêtises, juillet 79, avec le code barre. Et le numéro suivant, le 79, vous voyez que le code barre est barré. Donc dans un premier temps, c'était la manière de différencier les 2 éditions. Le code barre classique, donc édition Newsstand, et le code barre barré pour les Direct Edition. Donc c'est pas le comic shop qui s'amusait à tracer un trait dessus, c'était vraiment au niveau de la production chez l'éditeur que on barrait ce code à l'impression. Alors, quelle différence finalement, au bout du compte, entre les deux? Pour l'acheteur, il n'y en a pas vraiment, le contenu est le même, sauf que, alors dans un premier temps,
Les exemplaires Newsstand sont beaucoup plus nombreux que les exemplaires en Direct Edition, parce que c'était jusqu'au milieu des années 80, c'était encore majoritairement vendu en kiosque. Et puis, on estime que à partir de 1986, en 1986, on est vraiment à 50-50 entre les deux éditions. Et puis, au-delà de 1986, il y a de plus en plus de Direct Edition, et les Newsstand Edition sont de plus en plus rares. Donc, à côté de ça, il y a aussi certaines séries qui étaient uniquement vendues en comic shop, donc pour lesquelles il n'existe pas de Newsstand Edition. Et alors, en général, sur les sites de vente, les Newsstand Edition sont vendus plus cher que les Direct Edition parce qu'elles sont considérées comme plus rares. Alors, ce qui est vrai après 1986, avant c'est moins évident parce que le tirage était plus important, mais en même temps, les Newsstand invendus étaient détruits. Donc, le tirage correspond pas forcément au nombre d'exemplaires qui sont encore aujourd'hui en circulation. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour faire la différence entre les deux. Donc, dans un premier temps, le Direct Edition, c'est ce code barre barré. Et ensuite, comme c'est quand même pas très joli, on va le remplacer par un cartouche avec un visage de héros Marvel. C'était souvent Spider-Man, mais pas exclusivement non plus. On pouvait trouver d'autres personnages. Et je pense que j'ai fait le tour de la question. Alors, tant qu'on est à parler de ce genre de subtilité, dans ce lot que j'ai reçu cette semaine, il y avait également deux anciens numéros de X-Men, le 112 et le 113. Et alors, outre que c'est vraiment de très bons épisodes, période Claremont Byrne ancrée par Terry Austin, il y a une petite particularité sur ces exemplaires, c'est dans le cartouche du haut, c'est au niveau du prix. Et vous voyez que le prix n'est pas en dollars, il est en pence. Et c'est ce qu'on appelle les British Price Variant ou les Pence Price Variant, ça dépend de sur quel site vous allez. Et en fait, ce sont des exemplaires qui étaient réservés pour le marché anglais. Alors, Marvel a sorti ses éditions de 1960 jusqu'en 1981. Avec, dans cette période, il y a eu quelques trous où, visiblement, il n'y a pas eu d'édition spécifique pour l'Angleterre. Alors, ce sont donc des éditions réservées au marché anglais, mais ça ne veut pas dire que c'est des éditions anglaises ou des éditions imprimées en Angleterre ou des rééditions anglaises. C'est vraiment des éditions imprimées aux États-Unis. D'ailleurs, si on prend l'indicia à nouveau, on peut voir où est-ce que c'est. Ici, là, Printed in the USA. Donc c'est vraiment, c'était imprimé chez le même imprimeur, sur les mêmes presses, et en même temps que les éditions qui étaient prévues pour le marché américain, que ce soit les Direct ou les Newsstand Edition. C'est des éditions américaines réservées au marché anglais. Alors, en gros, on estime que ça représentait à peu près 5% du tirage total. Et donc c'est beaucoup plus rare que ce soit les Newsstand ou les Direct Edition. À l'intérieur, le contenu est rigoureusement identique. Hein. Si je prends par exemple, je laisse ça de côté, j'ai deux exemplaires d'Invaders numéro 15. Donc ici, on a le British Variant Price, 12 pence, et à droite, 30 cents pour les États-Unis. Si vous ouvrez, vous verrez que le contenu est rigoureusement identique, y compris les publicités. C'est exactement la même chose, ils ont juste, voilà, y compris l'indicia où c'est précisé tout en bas, à la fin, Printed in the USA. Tout ce qui change, c'est au moment de l'impression, il changeait la plaque sur le cartouche en haut à gauche, et c'est la seule différence que vous trouverez entre les deux exemplaires. Alors,
Ce qu'on ne sait pas, mais on suppose que les exemplaires destinés au Royaume-Uni étaient imprimés en premier. Parce que, d'une part, c'était des plus petits tirages, donc s'il y avait un problème, c'était plus facile de les repérer et d'arrêter tout de suite l'impression. Et puis parce que il fallait le temps de les envoyer en Angleterre. Et dans les années 60, c'était envoyé par bateau. Donc il fallait compter plusieurs semaines de bateau pour que les comics arrivent sur place. C'est pour ça que dans un premier temps, là c'est pas le cas sur cette revue qui date des années de 77, mais ceux qui étaient imprimés dans les années 60, il y avait le prix, mais il n'y avait pas la date ici, pour éviter de causer que l'acheteur se pose des questions par rapport à la date de ce qu'il achetait. Donc, le fait qu'il faille le temps d'envoyer tout ça en Angleterre, et puis le fait que ce soit des petits tirages, on suppose que ces exemplaires étaient imprimés avant les autres éditions américaines, et du coup, d'après certains connaisseurs, la qualité de l'impression serait meilleure sur ces éditions British Price. Alors, évidemment, ces éditions-là, on les trouve beaucoup plus facilement en France, enfin en Europe, qu'aux États-Unis, puisque c'est arrivé au Royaume-Uni, puis ensuite, voilà, il y a des exemplaires qui ont traversé la Manche et qu'on retrouve en France et un peu partout en Europe. Donc, ces exemplaires dans l'absolu sont beaucoup plus rares. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont plus chers sur le marché des comics d'occasion. Certains sites de vente font la distinction entre British Price Variant et de l'autre côté les Direct et les Newsstand Editions. C'est pas systématique. Certains même, voilà, pour eux, à partir du moment où il y a un prix en anglais, ah ben non, c'est pas l'édition américaine. C'est faux, c'est pas des rééditions, c'est la même édition, elle est 100% identique, hormis ce petit cartouche. Donc voilà, si vous tombez là-dessus, eh ben n'hésitez pas à l'acheter. Alors, je peux même vous montrer, pour terminer, un même titre en 3 éditions différentes. Donc ici, on a l'édition Newsstand. Ici, on a l'édition Direct Edition, avec donc le cartouche. Et vous remarquez aussi que le cartouche en haut est un peu différent. La forme, ici, on a un rectangle, là, on a un losange, voilà, aussi pour plus facilement les différencier. Et puis, voilà, la 3e édition, le British Price Variant. Et concrètement, si vous ouvrez le comic book, eh ben, vous avez 3 fois la même chose. À l'intérieur, il n'y a absolument aucune différence. Donc, en gros, vous pouvez acheter l'un ou l'autre, ou n'importe. C'est le même bouquin, c'est la vraie édition américaine. Qu'elle soit destinée au marché américain ou au marché anglais, il existe aussi à une époque une édition canadienne. Mais ça ne change absolument rien. Vous avez, dans les 3 cas, le vrai objet, le comic book en VO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais essayer de vous parler donc d'Animal Man, de Grant Morrison et Chas Truog. Et je ferai aussi une vidéo sur les VF à paraître en décembre. Alors, comme c'est un petit mois, il n'y a pas grand-chose qui doit sortir. Je pense qu'il y aura quasiment que du Panini et du Urban, donc je pense que je ferai qu'une seule vidéo. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, j'arrête pas de le dire, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.